Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes, bonjour, bonsoir. Cela dépend justement de votre position sur la planète. Bienvenue justement sur la cour commune, oui, cet espace d'échange où nous abordons des sujets qui concernent l'humanité de façon collective. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler d'une thématique oui, qui nous concerne bien évidemment, oui, la prise en charge des personnes de troisième âge. Quels soins et comment c'est cela et sur la question avec nos invités qui sont déjà présents sur ce plateau avec nous aujourd'hui, la cour commune avec vous, pour vous, sur nos différents canaux de diffusion, sans oublier les bouquets. Également, numéro 6, si vous êtes sur Canal+, 10, si vous êtes sur TNT, notre site internet www.telebenin.com. Vous pouvez donc suivre en direct toutes nos productions, notre page YouTube et télé Bénin, notre page Facebook et télé. En direct, Inks, notre compte Inks, c'est bien sûr eTélé en live. iOS, c'est l'application Android. On peut donc télécharger eTélé tout simplement pour suivre toutes nos productions en direct. Ici sur ce plateau, il a nom Alexandre Léonide Sadler. Il est le directeur de l'AGLE Bénin, une organisation justement non gouvernementale. Bonjour Alexandre. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci d'accepter cette invitation. Alors, je vous en prie, je suis le directeur de AGLE Bénin. Je suis auxiliaire de vie de métier et spécialiste de fin de vie. Donc, je m'occupe de l'autonomie des personnes âgées et de la fin de vie des personnes âgées. On va en parler. Merci. Nous allons donc en parler véritablement sur ce plateau, comme vous l'avez su bien dit à l'entame. Merci en tout cas pour votre présence ici. Il a nom Castule Aïno Danon, c'est un spécialiste en relations clients. Castule, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité ce matin aussi. Plaisir partagé, c'est un plaisir partagé. Mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Nous poursuivons ici. Lui, c'est Samuel Sabin Opolongbo. Il est bien là avec nous. C'est un artiste humoriste. Il a accepté aussi de partager ce plateau avec nous pour parler de cette thématique aujourd'hui qui a rapport aux personnes du troisième âge. Samuel Sabin, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci pour votre disponibilité, vous aussi. Un plaisir partagé. Mesdames et messieurs, le décor ainsi planté à travers ces différentes présentations, nous allons donc devoir entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Alors, on va commencer par vous, Alexandre Léonide. Sadler, quand on parle des personnes de troisième âge, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est-à-dire, à quel moment de la vie on peut considérer un être humain comme une personne de troisième âge? Alors, une personne de troisième âge, si on doit se référer à l'OMS, c'est déjà à partir de 65 ans. 65 ans et plus. Voilà. Maintenant, disons que nous, dans notre métier, on essaye de le subdiviser. C'est-à-dire de 65 à peut-être 70 ans ou 75 ans, nous, on parle de premier âge et tout, et second, troisième âge. Le troisième âge, c'est à partir de 95 et voire 100 ans et tout ça. Maintenant, communément, à partir de 65 ans, et déjà, on commence à dire que bon, on fait partie des troisième âge. Voilà, tout simplement. Bien Alors, sûr. Castule Aïnodano, est-ce que sur cette question, vous avez peut-être une autre idée de la tranche d'âge à partir de laquelle on peut parler justement, on peut dire que quelqu'un est déjà, aborde déjà sa troisième partie, c'est-à-dire son troisième âge? Alors, je vous remercie pour cette question. Pour parler de tranche d'âge, quand on veut parler quand on veut se prononcer sur le sujet troisième âge, Oui. je pense que c'est à partir de 60 ans. Voilà. Selon les institutions l'OMS. Tel que l'a dit tout à l'heure Alexandre Léonide, oui. 60 ans. Mais je pense que c'est l'âge où l'homme a fini de travailler. Ici, on veut parler en fait de quelqu'un qui a travaillé dans une fonction publique, quelqu'un qui n'a plus cette force, ou bien qui n'a plus cette force en fait de vous travailler. La capacité de déployer assez d'énergie. Assez d'énergie, qui a fini en fait sa période en fait de travail, qui passe en fait qui est admis à la retraite. Donc je pense que à partir de là, on peut parler de troisième âge. Sinon, en matière d'années, en matière de chiffres, c'est 60 ans, à partir de 60 ans. Super. Alors, Samuel Sabin, 60, 80, nous sommes à vous à présent. Quelle notion, quelles sont vos retenues justement quand on parle de cette histoire de personne troisième âge? Et voilà, et comme Monsieur Léonide l'a dit, je ne me trompe pas, lorsqu'on se base sur les définitions, les classifications de l'OMS,
il y a 3 grands groupes. Nous avons les petits seniors qui vont de 60 à 75, ensuite de 75 à 90 qui sont les seniors et les grands, les grands seniors qui sont à partir de 90 ans. Voilà. Donc là, on va dire, eux tous, ils sont des personnes âgées, mais quand on veut s'attarder sur les nonagénaires ou bien les plus vieux, on va considérer les grands seniors à partir de 90 ans. Voilà. Merci. Je vais toujours rester avec vous, hein, Samuel Sabin. Selon vous, quels sont les besoins prioritaires des personnes de 3e âge, des personnes âgées aujourd'hui en matière de soins et d'accompagnement? Bon, matière de soins et d'accompagnement, déjà, il faut savoir que le vieillissement ne se passe pas de la même manière chez tout le monde. Ouais. On sait que en fonction des habiletés personnelles, des facultés personnelles et de notre environnement, de comment on a grandi, le vieillissement ne va pas attaquer tout le monde de la même manière. Et moi, si je vais me baser, c'est vrai que physiquement, quand quelqu'un vieillit, on dit, bon, quand quelqu'un prend de l'âge, il commence par avoir des cheveux blancs, on dit, bon, il vieillit. Mais est-ce qu'on s'intéresse aussi au vieillissement psychologique? Parce que quand on grandit un peu déjà, on voit, sur le plan cognitif, la cognition baisse et les personnes âgées n'ont plus cette concentration, cette attention. Donc, il faudrait aussi qu'on puisse se référer à ça. Il ne faut pas qu'on tienne compte seulement de il est âgé, bon, comment faire pour le maintenir en vie, comment faire pour penser de... Non. Et pour que quelqu'un puisse bien vivre, il faudrait qu'il puisse faire des interactions. Et quand en interaction, il n'est pas à l'aise bien, ce qu'il dit ne cadre pas avec ce qu'on lui dit, bon, beaucoup de personnes ne vont pas le fréquenter. Donc, il va commencer par s'isoler. Or, dès que l'individu commence par s'isoler, le vieillissement se va encore plus. Voilà. Ça va s'accentuer. Voilà, ça plus l'amortissement. Exactement. On va constater cela à son niveau. Ah oui, nous sommes à vous, Alexandre Léonide Sablet, que nous parlons ici pour ce premier tour, j'allais dire tout simplement des soins prioritaires des personnes âgées aujourd'hui en matière de soins et d'encadrement, bien évidemment, d'accompagnement plutôt. Déjà, quand on parle de vieillissement, il faut revenir à la définition simple, ce qui nous conduit, ce qui va rapidement nous permettre de tirer certaines conclusions. En fait, c'est un processus qui est naturel déjà et que vous êtes né, les cellules vieillissent, donc les cellules sont encore bien en forme jusqu'à 20 à 25 ans. À partir de 25 ans, comme ça, il y a le vieillissement qui attaque le physique. Déjà à 25 ans? Oui, déjà, ça commence déjà à attaquer. C'est à partir de cet âge-là qu'on se sent plus en forme. Ouais, on semble se sentir plus en forme parce que l'erreur qui est souvent commise, c'est que souvent lorsque nous sommes à un certain âge, on se sent un peu moins de cet âge-là. Vous voyez, c'est-à-dire quand on a 25 ans, on pense à encore avoir la force de quelqu'un qui a 15 ans. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui trompe souvent, même ceux qui sont en train d'entrer dans la retraite. Parce que si vous demandez à quelqu'un qui a 50, 60 ans et tout, il vous dit, je suis encore en forme et tout, mais il se croit avoir encore la force de 20 ans, mais il n'a plus cette force-là. Alors, donc, les soins prioritaires, c'est déjà au niveau de l'accompagnement. C'est-à-dire, lorsque la personne est en train de vieillir, la personne perd certaines capacités. Donc, il faut l'aider, en fait. Il faut lui donner un coup de main, pas tout faire à sa place. Vous voyez? Donc, il faut l'accompagner dans les exercices qu'il faisait tout seul, mais qu'aujourd'hui, il ne peut plus faire. Alors, à part cet accompagnement-là, il y a l'accompagnement social. D'accord? Ici, nous constatons malheureusement que quand nos parents vieillissent, ils se retrouvent à leur propre compte. Ils sont laissés pour... voilà, et comme tu n'avances plus vite comme nous, bon, on te met de côté là. Voilà, c'est malheureusement ce que nous constatons. Or, ça ne devait pas être le cas. Donc, sur le plan social, il devait avoir un accompagnement. Maintenant, en dernier, il y a les soins. Pourquoi je mets les soins en dernier? Parce que souvent, comme on dit,
quand vous allez à l'hôpital et on vous accueille bien, vous êtes à moitié guéri. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus les soins qui viennent en dernier, les soins médicaux, voilà, histoire de renforcer les capacités de la personne avec tout ce qui est produits médicamenteux et autres. Mais le plus important, c'est le social. Parce que quand la personne est bien entourée et que elle sent la chaleur humaine, ben, elle ne vieillit pas comme les autres. Elle est encore en fonction. Et c'est ce que Edgewell permet aussi d'assumer pour, par exemple, des enfants qui sont très occupés et qui n'ont pas vraiment complètement le temps d'accompagner leurs parents de la façon qui est recommandée. Voilà. Oui, Castille Aïno Danon, nous sommes à vous aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les personnes de troisième âge, les personnes âgées, en dehors de ce que vos prédécesseurs ont dit sur ce plateau, vous avez autre peut-être idée de comment justement des besoins spécifiques, des besoins prioritaires des personnes âgées en matière d'accompagnement aussi? Je pense qu'ils ont dit beaucoup de choses déjà. Pour rajouter, c'est pour dire, quand nous allons beaucoup plus en fait se concentrer sur le contexte du Bénin. Oui. Vieillir au Bénin, c'est parfois devenu invisible. On vous oublie. Et parce que c'est au Bénin, vous voyez, la productivité en fait de la jeunesse et on se focalise beaucoup plus sur la jeunesse. Et quand tu travailles, quand tu es actif, et que tu finis par aller à la retraite, oui. Tu te retrouves en fait seul et on ne t'apporte plus vraiment une grande importance, on t'apporte plus vraiment, parce que c'est toi-même qui s'occupe en fait de toi-même au départ. Mais là maintenant, tu n'as plus en fait cette capacité, cette possibilité en fait de faire tout ce que tu faisais avant. Donc, je pense que nous qui sommes ici, nous avons des parents. Nous avons forcément en fait des parents qui sont beaucoup plus âgés. Si ce sont les enfants, si ce sont les frères ou bien les sœurs en fait de la personne concernée, il faut vraiment se rapprocher de temps en temps de ces personnes âgées, leur permettre en fait de pouvoir se dire que je vis toujours, j'ai toujours la possibilité de faire ce que je me faisais avant, faire de petites sorties, vérifier en fait si leur trouver en fait un docteur qui peut les suivre en fait de temps en temps sur le plan peut-être en fait mensuellement, oui, ou chaque 2 mois ou 3 mois les suivre en fait sur le plan sanitaire afin de savoir si développent pas en fait certaines maladies. Et je pense que c'est surtout ça, parce que quand on est beaucoup plus âgé, on est exposé, voilà, beaucoup plus en fait à certaines maladies. Donc c'est un peu ça. Les divertir, les faire sortir, voilà, rester toujours présent pour ne pas qu'ils se sentent seuls. Voilà. Léonide, vous avez suivi, en tout cas, hein, il faut tous ces soins. Et aujourd'hui, c'est de la part justement de la progéniture, alors qu'il a dit à l'entame de ses propos, oui, qu'aujourd'hui, vieillir au Bénin devient un calvaire parce que vous êtes oublié, puisque vous ne déployez plus la même capacité comme par le passé, vous n'exercez plus, vous n'agissez plus, voilà, comme par le passé. Est-ce que vous avez comme impression qu'aujourd'hui, en tant que spécialiste justement de la question, vous avez comme impression que oui, ces exemples, en tout cas ces propositions citées aujourd'hui peuvent s'observer ou bien s'observent justement dans nos sociétés? Oui, malheureusement ça s'observe. Et je prends par exemple le cas des Européens. Et quand les Européens sont de l'autre côté et ils regardent l'Afrique de l'Ouest, oui, ils se disent que non, en Afrique, non, tout va bien avec les personnes âgées, c'est la communauté et tout, mais c'est erreur. C'est erreur. Parce que, oui, c'est erreur. Parce que la plupart des cas que nous rencontrons, les personnes âgées, ils sont enfermés dans certaines maisons. Enfermés, je dis même enfermés, ça c'est même pour les quartiers de riches. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, eh bien, ils sont abandonnés au village quelque part. S'ils trouvent un momo de temps en temps, ils prennent, voilà, ils ne vivent pas comme ils devraient vivre.
en fait. Et ça, c'est encore un autre cas. Maintenant, si il y avait beaucoup plus de sensibilisation aussi dans ce domaine-là, pour ces personnes âgées-là, comme je disais, tout n'est pas soin médical. Les soins médicaux viennent juste pour renforcer. Voilà. Mais sinon, au niveau du social, c'est beaucoup plus le social et l'accompagnement. C'est-à-dire dans les gestes de la vie quotidienne, si la personne n'arrive pas, par exemple, à se laver tout seul et tout, cette personne-là, on doit l'aider. Si c'est pour laver le dos, si c'est pour marcher, si c'est pour voilà, et faire de petites tâches, mais tout en l'accompagnant. C'est ça qui est nécessaire. C'est pas l'argent qu'on envoie. C'est pas, voilà, c'est vrai qu'ils ont besoin de soins médicaux, mais pas comme tel, quoi. Pas comme on le dit, vous voyez. Mais malheureusement, ça s'observe, hein, et les soins médicaux et la présence humaine, la chaleur humaine et tout. Ce qui est encore pire, c'est que, bon, les enfants se disent souvent qu'ils sont la source de leur malheur. Le plus souvent, quand vous vieillissez beaucoup trop, voilà, par exemple 90 ans, 95 ans, on se dit que mais c'est pas normal qu'elle vieillisse autant. Ça veut dire qu'elle mange quelqu'un. Vous voyez? Oui. On voit ça déjà dans ce sens-là. Oui, on voit ça dans ce sens. Au lieu de chérir quand même cette personne-là qui a eu la chance d'atteindre ce âge-là et de l'accompagner. Parce que si on l'accompagne mieux, elle pourrait encore vivre longtemps. Vous voyez, il y a des gens qui vieillissent quand même 100 ans, hein, 100 ans passés. Mais c'est parce qu'ils ont été bien entourés. Bien entourés. Oui, c'est parce qu'il y a eu de la présence, c'est parce qu'il y a eu les soins médicaux et autres. Vous voyez, donc, et c'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont compris, par exemple, se rapprochent par exemple des entreprises comme la nôtre, Edgewell Bénin, pour que nous puissions déterminer les besoins, parce que toutes les personnes âgées n'ont pas le même besoin. Voilà, de déterminer les besoins de la personne âgée afin de savoir quel est l'accompagnement qu'il lui faut et comment est-ce qu'il faut le faire. Ben, quand vous dites qu'il faut se rapprocher des structures, en tout cas, si peut-être nous pouvons nous permettre d'en parler ici, on le fera, mais comment pouvez-vous savoir, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il y en a de ces parents, ces vieux parents qui sont enfermés lorsqu'il s'agit des familles, bon, un peu aisées, mais autrement dit, les autres sont de l'autre côté, dans le village tout terrain, bien évidemment, et comment peut-on réussir justement à détecter de telle personne à cet âge, voilà de quel besoin a-t-il, voilà ce dont il a besoin, comment va réussir, on va le faire, existe-t-il peut-être une méthode de diagnostic afin de le savoir? Exactement. Nous utilisons souvent une grille qu'on appelle la grille AG. Et dans cette grille-là, il y a quelques compartiments, en fait, avec lesquels nous donnons des points. D'accord? Donc, nous regardons, puisque le vieillissement, ça se tourne sur plusieurs axes. La nutrition de la personne, et comment on appelle l'état physique de la personne, et est-ce que la personne, il entend bien? Est-ce qu'il voit bien? Voilà, ça tourne autour de ces genres de besoins-là. Parce que si la personne n'entend pas bien, ça veut dire que la personne peut se faire percuter. Ça veut dire que la personne ne vit pas bien. Si la personne ne voit pas bien, ça veut dire que la personne va faire des chutes. Et les chutes de personnes âgées, ça, bon, ils traînent ça jusqu'à la mort. Et si la personne ne mange pas bien, comment est-ce qu'il veut se tenir en équilibre pour pouvoir marcher correctement ou bien pour pouvoir faire librement ce qu'il a envie de faire? Alors donc, nos questionnements tournent autour de ces axes-là afin de voir maintenant quel est son niveau de dépendance. Et c'est grâce à ce niveau de dépendance que nous voyons, est-ce qu'il faut l'accompagner de façon, voilà, avec les soins,
ou c'est un accompagnement pour l'aider à grimper un peu plus en autonomie. Parce que nous agissons sur l'autonomie de la personne. C'est-à-dire l'autonomie, quand on parle d'autonomie, c'est physique et psychique. Okay. Donc, nous avons des exercices et tout qu'on peut proposer à cette personne-là si le besoin ou bien si la dépendance est psychique, afin qu'elle puisse retrouver quand même un peu plus la capacité de mémoire et tout ça. D'accord. On va revenir à vous. Alors, Samuel Sabin, vous avez suivi un peu le développement. Nous allons faire le tour. Ainsi, jusqu'à la fin de cette émission, c'est son credo, bien évidemment. Comment vous autres, vous évaluez un peu les dispositifs existants, parlant bien sûr de ces structures, de ces moyens, de ces capacités, justement, pour la prise en charge des personnes âgées au Bénin? Oui. Déjà, je félicite M. Léonide pour son intervention, oui, parce que moi, je n'ai pas connaissance de centres existants qui prennent en charge des personnes âgées comme ça. Maintenant, il y a aussi le fait que, en tant que personne, on ne prépare pas la vieillesse. C'est vrai qu'on dit oui maintenant, et il faut prendre soin des personnes âgées. Oui, c'est bien, mais est-ce qu'on se prépare à vieillir? Déjà, moi, en rentrant chez moi souvent, au niveau du Carrefour Tampere, en allant vers le Carrefour Tampere, je vois des vieux. Et je me dis, mais 22h, 23h, qu'est-ce qu'ils font là maintenant? Mais c'est en cherchant et en réfléchissant, je vois que bon, ces vieux-là, ils jouent à un jeu qu'on appelle souvent communément Adji. Voilà. Ce sont des jeux qui permettent aux vieux de stimuler leur cognition, de rester en éveil. Parce que quand la cognition de l'être humain est tout le temps stimulée, là, à certains niveaux, ils auront l'attention, bien sûr, la concentration et pourront avoir certains types de discussions. Et comme ça, on dit, le vieillissement, ça dépend de type de facteurs en général. Il y a les facteurs endogènes qui concernent les pathologies, tout ce qui est propre à l'individu, sa condition, qu'on appelle sa physiologie plutôt, oui. Les maladies héréditaires qu'il a pu avoir. Son poids et voilà, tout ça. Ça, c'est personnel à lui. Voilà. Sur ça, là, on peut pas. Il n'y a pas de grande ration à faire. Mais si c'est que, bon, en fonction de ma condition, puisque tout le monde n'hérite pas du même système immunitaire, il sait qu'il se prépare, il dit, bon, ça, je ne dois pas manger, ça, je ne dois pas manger. J'entends des jeunes dire, ok, bon, là, je dois faire la jeunesse. Oui, on fait la jeunesse, mais on ne prépare pas la vieillesse. À un moment donné, après, c'est pour dire, bon, mes enfants m'ont abandonné. Non, ce n'est pas ça. Aussi, il y a les facteurs exogènes. Là, c'est les types d'activités qu'on a menées. Notre profession, notre métier, qu'est-ce qu'on a fait? Si on n'est pas habitué à l'exercice physique, bon, lorsqu'on va vieillir, ça va impacter sur nous et notre motricité va prendre un coup et notre psychologie aussi va prendre un coup. Donc moi, je pense qu'il faudrait aussi que chacun assume sa responsabilité, qu'on puisse se préparer aussi à vieillir. On dit on prépare la retraite, oui, on cherche l'argent, ok. Mais après, parce que ne pas bien dormir aussi, ça agit sur la vieillesse. Quand on ne dort pas bien, bon, ça agit ou bien ça provoque la vieillesse. Voilà, je dors 2 heures de temps par nuit. Ah, je cherche l'argent. Oui, ok, cherche l'argent. À un moment donné, quand tes neurones ne pourront plus répondre, parce qu'il y a une étude, j'ai lu une étude plutôt qui disait que chaque personne naît avec un nombre donné de neurones. Alors que c'est grâce aux neurones qu'on réfléchit. Maintenant, si ces neurones ne fonctionnent pas bien, bon, lorsque tu vas vieillir, lorsque tu vas grandir, bon, tu n'auras pas la sagesse qu'on accorde aux vieux. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Oui, Castule, à vous, vous avez vu, en tout cas, ces vieux qui se donnent à ces exercices justement afin de se détendre, hein, se déstresser, s'épanouir un tout petit peu. Le rôle, quel doit être le rôle justement de la progéniture et véritablement dans le soin, l'accompagnement des personnes âgées? On va revenir sur cela. Alors, c'est vraiment en fait important le rôle de la progéniture. C'est vraiment important parce que moi, si je prends vraiment en fait mon cas, oui. Moi, dans ma famille, mon père, parce qu'il fut une personne, il a dit à la retraite, il a travaillé pendant plus de 35 ans. D'accord, il fut un fonctionnaire. Il fut un fonctionnaire, voilà. Donc du coup, il suit toujours en fait, il a un médecin de famille qui suit vraiment en fait tout ce qui est côté santé. Parce que c'est ça qui même l'a amené à être beaucoup plus à l'aise aujourd'hui côté visuel. Voilà. Et il arrive parce que
on a détecté en fait une maladie en fait liée à ses yeux, cataracte. Je sais pas si Oh, vous en avez d'accord. Oui, parlé. on entend Il parler a, il a justement. subi en fait 2 opérations sur chaque œil, ce qui lui a permis aujourd'hui de bien voir. Mais par contre, je vois aussi d'autres amis dont les parents souffrent en fait de la même maladie et qui traînent, qui n'ont pas en fait les moyens pour le faire. Donc moi, mon père, il a tout fait pour cotiser de l'argent, que ce soit en fait pour ses enfants, pour sa femme et lui-même, pour que quand il n'aura plus en fait la possibilité ou bien la capacité en fait de faire certains mouvements, de se faire plaisir et autres, il peut en fait toujours bien se porter. Vous estimez que oui, ce qu'il a déjà cotisé pour lui-même peut déjà le permettre de mieux se porter sans aucun soutien, aucun Pas accompagnement forcément. de son entourage. Là maintenant, nous Comme les enfants, nous lui apportons en fait de Mhm. l'aide sur le plan financier. C'est important. Mais c'est pour dire que il faut vraiment penser, il faut vraiment réfléchir à sa vieillesse parce Mhm. que c'est très important. Les enfants ne seront pas là tout le temps. Mhm. Ils vont vaquer à leurs préoccupations eux aussi. Maintenant, toi qui travailles et qui travaille, tu dois penser vraiment à comment t'organiser. Et si c'est pour créer peut-être en fait un compte à la banque pour commencer à cotiser un peu d'argent par rapport à ça. C'est vrai, ça ne prévient pas en fait la vieillesse, mais c'est vraiment un programme qu'il faut faire pour que on ne se retrouve pas dans les difficultés de pouvoir s'offrir les soins nécessaires quand on est Quand, âgé. Parce que mhm. il faut préciser, oui, les petits soins, être présent aux côtés des personnes âgées, mais il faut le dire, sur le côté sanitaire est primordial parce que ils sont devenus vulnérables, Mhm. les personnes âgées. Oui. Donc, il est important de prendre au sérieux ce côté sanitaire et ne pas banaliser cela. Voilà, merci. Oui, on va revenir à vous, Sadler, sur cette question. Vous avez dit tout à l'heure des structures justement qui accompagnent. La question ici est celle de savoir le rôle qui doit être celui de la progéniture. Ou bien, bon, faut-il s'appuyer simplement sur ces structures-là quand son père ou sa mère atteint un certain âge, ou bien en tout cas autres parents aussi proches? Je pense que ce qui est bien, Oui. c'est déjà que les enfants mm, participent, voilà, participent au bien vieilli des parents. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas parce que vous avez pris un service qui s'occupe de votre parent que vous vous désengagez. Parce que la chaleur des enfants, la chaleur des proches familiales, c'est vrai que quand ils prennent les services, l'auxiliaire qui s'occupe du parent fait tellement bien son boulot que euh, le, le parent, en fait, oublie presque même qu'il a des enfants. Parce que l'auxiliaire devient le confident, celui, quand le papa tourne la tête, voilà, c'est lui, il voit et tout. Donc, ils deviennent tellement complices que, mais l'auxiliaire, c'est pas son rôle de prendre la place des enfants. Les enfants doivent aussi, de temps en temps, faire certaines actions envers leurs parents, une petite visite, rester quelque temps, discuter avec lui, lui rémunérer, voilà, comment on appelle, de bons souvenirs et tout. Là, le parent sait que il est entouré. Maintenant, quand les enfants disparaissent, Oui. et que ça laisse place uniquement aux soins d'auxiliaires de vie et de médecins qui passent et tout, après la personne sent quand même un manque. La personne se dit que, mais quand même, je me suis occupé d'eux. Et pourquoi ils ont tous disparu comme ça? Et nous donnons tous la même raison, c'est le temps, mais il est important de, de passer voir les parents, même s'ils prennent ce genre de service. Parce que ce genre de service, c'est vrai que c'est un service assez complet. Et il y a des auxiliaires de vie, il y a des médecins, il y a des médecins spécialistes comme généralistes. Donc, quand ils prennent un service comme ça, c'est un service assez complet. Ils se demandent, bon, nous on fait quoi encore? Mais leur présence est importante.
Ah, papa, nous sommes là, maman, nous sommes toujours là. Voilà, on ne t'a pas oublié. C'est parce que on ne peut pas le faire nous-mêmes. Voilà, on n'a pas le temps de le faire que il y a telle personne qui est à côté de toi pour nous remplacer en attendant qu'on ne revienne vers toi, des choses comme ça. Leur rappeler des choses, voilà, pour qu'ils se sentent, voilà, bien entourés et qu'ils ne s'inquiètent de rien. Parce que ce qui va le plus faire rater, voilà, tout ce service-là, toute l'assistance qui lui est portée, c'est que la personne commence à faire une dépression à cause d'un certain manque. Voilà. Oui, est-ce que vous estimez, vous pensez que, oui, en dehors des soins médicaux, cet accompagnement dont vous parlez, c'est-à-dire ce lien social, cette manière d'agir des enfants envers leurs parents, leurs vieux parents, justement, a une place aussi importante, selon vous? Oui, comme je le disais, les enfants ne sont pas remplaçables. Mais pour un parent, bon, si le parent euh, a été vraiment touché de façon psychique, a des problèmes de mémoire, ça c'est autre chose aussi, parce que le parent va juste se rattacher à l'auxiliaire qui est là. Voilà. Voilà. Donc le parent ne sentira pas vraiment un certain manque de leur part, mais ce serait quand même vraiment gauche que les enfants abandonnent leurs parents au profit d'un service. Voilà. Voilà. Et comment évaluez-vous aujourd'hui les dispositifs existants, parlant bien évidemment de ces structures, que ce soit publiques ou privées, pour la prise en charge efficiente des personnes âgées? Bon, ici, au Bénin, il y en a très peu, très peu. Déjà, il y a nous et quelques personnes aussi, mais le service n'est pas le même, vous voyez, et ce n'est pas un service, on ne peut pas prendre une domestique pour accompagner une personne âgée. Et prendre soin d'une personne âgée ne s'arrête pas à lui donner à manger, lui donner ses médicaments et c'est fini. Prendre soin de la personne âgée aussi, c'est de prendre sur soi ces mauvais moments. Voilà. C'est de supporter ses caprices, ce que beaucoup n'aiment pas du tout. Même les propres enfants disent que bah, je ne peux pas supporter ça. Et c'est justement pour les aider à ne pas prendre tout le poids là, tout ce poids là sur soi que ces services là existent. Et comme je le rappelle encore, c'est pas pour les remplacer, mais c'est pour leur donner un peu de répit. Est-ce que c'est comme la psychologie, la sociologie, où il faut se rapprocher de temps en temps lorsqu'on est en panne d'inspiration, en parlant justement d'un domaine précis, que oui, l'intervention de cette structure est nécessaire pour la prise en charge des vieux parents? Non, non, non. Quand on est dans un processus de vieillissement, Oui. déjà au moins à la retraite et tout, il faut se faire accompagner. En fait, l'erreur, c'est que, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est que on se croit encore en forme jusqu'à ce qu'il y ait un truc qu'on n'avait pas prévu qui se passe et puis on tombe directement en perte d'autonomie. Voilà. Parce que une personne qui se dit que bon, je marche encore, je peux faire ci, je peux faire ça, je n'ai pas besoin, mais ce n'est pas forcément qu'il faut lui prendre la main et lui faire quelque chose. Non, il y a certains conseils qu'on apporte. Bien ranger et voilà les fils de courant à la maison, et ramener voilà la prise à un certain niveau. Parce que quand on vieillit, voilà, il faudrait plus encore faire l'effort de se rabaisser pour brancher le chargeur, de faire certaines choses. Il faut tout ramener à un certain niveau. Voilà, qui vous permettrait de ne plus vous abaisser pour pouvoir faire certaines choses. Parce que vous êtes en perte d'autonomie. Et quand on parle de vieillissement, c'est que
au fur et à mesure, vous êtes en fonte musculaire. C'est-à-dire vos muscles qui vous permettaient de faire voilà, tout ce que vous vouliez avant, vous êtes en perte de muscles aujourd'hui. Et si vous ne suivez pas les conseils, par exemple, des nutritionnistes et que vous êtes sédentaire, souvent c'est ça. Voilà, on s'assoit, on commande les gens, on se dit que bon, je suis déjà vieux ou je suis déjà vieille, et même la télécommande à côté, on veut plus prendre. Là, voilà, venez prendre ça. Et c'est ça qui est dur même, parce que c'est ça qui va précipiter, voilà, la perte d'autonomie complète. Parce qu'il suffit d'aller sous la douche et de ne pas faire attention, de glisser une fois, et c'est fini. Et bienvenue les dégâts. Et oui. Voilà. Samuel Sabin, Monsieur. avec le constat aujourd'hui, est-ce que, enfants que nous sommes aujourd'hui, serait-il bien, en tout cas, de confier déjà les parents à ces structures? Avez-vous comme intention que ces structures prendront bien soin de nos parents, que si les enfants eux-mêmes sont présents aux côtés de leurs parents? Là, on ne pourra pas dire que les structures vont bien faire ou les enfants vont faire mieux. Ça dépend de chaque situation. Voilà. Déjà, dans notre société africaine, généralement, c'est les femmes qui héritent des parents. Bon, quand les parents grandissent, on dit, bon, chez qui elle va rester maintenant, on trouve la fille qui est la plus gentille, hein, et qui n'est pas très sévère, et bon, elle va rester chez elle. Et puis les autres, ok, on envoie l'argent, on envoie maintenant, voilà. Et si la personne n'a pas d'enfant fille et qu'elle n'a que des garçons. Là, ça devient un peu compliqué parce que nous, garçons, on ne reste pas sur place. Et quand la personne est mariée, là, ça devient encore compliqué. Et c'est là que tu vas entendre, bon, je ne peux pas prendre soin de toi, prendre soin de tes parents. Et puis, là, on trouve maintenant l'importance de ces structures-là. Maintenant, moi, en tout cas, j'ai une tante. Et quand je vais je vais à la maison, bien, je rentre, je la vois souvent. Elle a sa place, elle est là où elle s'assied. Mais quand il faut appeler le portable, manipuler le portable, commander là, c'est moi, Samuel, il faut venir. Mais on sait qu'elle ne peut plus faire. Donc, on a déjà appris sur nous qu'on doit l'aider. Et c'est vrai, comme M. Léonide l'a dit tout à l'heure, oui. Accompagner, une bonne ne peut pas accompagner de manière professionnelle ou bien une personne âgée. Parce que c'est vrai, garder une personne âgée, ce n'est pas seulement lui donner à manger, est-ce qu'elle a pris ses médicaments, ok, elle n'a qu'à les dormir. Souvent, chez nous, quand une personne âgée dort, oh là, on a la paix. On se dit oui. Alors qu'on oublie aussi que, voilà, c'est parce qu'ils ne sont pas stimulés qu'ils restent sur place. Alors que s'ils ont un programme, ok, on sait que, voilà, à telle heure, à tel moment, quelqu'un vient vers elle discute, là, avant là, moi je faisais ci, elle va raconter son histoire, elle va savoir, elle sera en interaction. Et quand elle est en interaction, là, c'est fini. Quand la personne est en interaction, c'est fini. Mais si la personne est sédentaire ou bien est isolée quelque part, ça devient un problème. Et là, les structures vraiment interviennent efficacement pour l'accompagnement de ces personnes âgées. Vous pensez-vous que l'État peut quelque chose justement en matière de la prise en charge de l'accompagnement de ces personnes, de ces vieilles personnes? Si déjà il y a eu des centres d'éveil de stimulation des enfants, c'est ce qu'on appelle la maternelle, je pense qu'il peut y avoir aussi des maisons de retraite pour les personnes âgées. Et quand on dit maisons de retraite, souvent ceux qui sont atteints de grands troubles, comme les Alzheimer, ils sont là et puis elles sont bien accompagnées. L'environnement est dynamique, l'environnement n'est pas linéaire ou bien statique, c'est dynamique et cela les stimule, ils sentent qu'ils vivent. Voilà. Quand on sent que l'on vit, là, la vie devient meilleure. Voilà. Voilà, tout simplement. Oui, on revient à vous avant de revenir à Cassule. Léonide, Alexandre Sadler, on parlait tout à l'heure, sinon vous avez suivi Samuel Sabin, qui a justement parlé de ce qu'on ne peut pas réussir à substituer les enfants auprès des parents, la structure aura son rôle à jouer, oui, les parents et tout. Est-ce que vous avez comme impression, vous qui dites que vous avez, en tout cas, vous opérez justement dans ce domaine aux côtés des parents, vous avez comme impression que vous réussissez justement à les satisfaire tout comme si c'était leurs enfants propres à leur côté et tout? Parce que nous voyons aujourd'hui les domestiques, les maltraitants sur les réseaux sociaux, avec les enfants, surtout quand les parents ne sont pas à la maison, vous avez comme impression que ces structures peuvent véritablement jouer ce rôle-là, tout comme si c'était les enfants eux-mêmes aux côtés de leurs parents?
Bien sûr, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une certaine complicité. Les auxiliaires sont formés pour créer cette complicité-là, pour que la personne ne ressente aucun manque, euh, euh, en tout cas presque aucun manque quand même de ces enfants qui peut-être sont très occupés et qui ne peuvent pas être là tout le temps. Au cas où l'enfant ne répond pas véritablement à ces, en tout cas, aux clauses justement qui lient cette structure avec eux et tout vis-à-vis de leurs parents, pensez-vous que la prise en charge sera toujours efficiente comme on l'aurait souhaité? Non, parce que déjà nous, dans nos clauses, nous demandons, voilà, ou pour ne pas dire complètement imposer, que quand même qu'il y ait une petite visite de temps en temps pour que la personne âgée aussi, pour que les enfants puissent se rendre compte de l'évolution de l'état de la personne âgée et que la personne âgée aussi ait le temps quand même de discuter un peu avec eux, histoire de voir, ah, bon, t'étais là il y a longtemps, et voilà, la personne âgée va mieux s'intéresser à eux, parce que souvent aussi, quand vous êtes là tout le temps, bon, après, la personne se lasse, parce que vous ne savez pas comment faire pour l'intéresser tout le temps. Vous voyez, vous ne savez pas prendre le temps pour l'écouter. Elle peut dire, voilà, tout ce qu'elle veut, même si ce n'est pas cohérent, on s'assoit et on l'écoute. On dit, ah, on applaudit même quand la personne a des problèmes, voilà, cognitifs, bien sûr, parce que on ne traite pas les personnes âgées de la même façon. Parce que ils ne sont pas la même chose. Il y a des personnes âgées qui aiment bien quand on les cajole. Voilà, les asuchi, les choses comme ça, ils aiment bien ça. Mais il y a d'autres aussi dont le mental est encore là, ou dont peut-être c'est la conséquence de leur profession qui fait que ils sont assez durs. Voilà, ils aiment quand, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà. Donc, nous, on s'adapte au comportement, à la nature de la personne. Mais quel temps les enfants ont vraiment pour pouvoir étudier le parent et supporter après les mauvaises humeurs. Parce qu'ils aiment bien quand le parent est vivant. Mais pour supporter les mauvaises humeurs, les mauvais instants, ils se disent que, bon, moi, je suis pas preneur. Or, c'est à ce moment-là qu'on essaye de comprendre l'évolution de la personne et de savoir derrière tel geste, derrière tel caprice, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Parce que la plupart du temps, ce ne sont pas des gens qui acceptent leurs conditions. Ils se disent que mais moi j'ai été. Oui, c'est eux qui ont raison. Voilà, moi j'ai été tel. Et c'est moi, je me retrouve dans cette position-là. Et pourquoi c'est le petit là qui est en train de vouloir me donner à manger, Oui, ou bien des choses comme ça, voilà. Ils se sentent frustrés, voilà. Et c'est de cette frustration-là voilà, que sort, voilà, certaines insultes, voilà, certaines mauvaises humeurs. Mais ce n'est pas toujours contre la personne. C'est parce qu'ils n'acceptent pas leurs conditions actuelles des choses. Et tout le monde ne comprend pas ça. Facile. Alors, moi, je pense que c'est une question d'organisation depuis la base. Hein. Oui. Je viens de le dire tout à l'heure. Il est vraiment important qu'on s'organise. Il faut vraiment s'organiser. Si c'est 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, eux tous ne peuvent pas être occupés. Au même moment. Au même moment. Il faut faire à tour de rôle. Si c'est cette semaine, moi, je dois vraiment être avec papa, maman, peut-être 2 fois ou bien 3 fois dans la semaine, je dois le faire. Et ainsi de suite, c'est important. Maintenant, si on a les moyens, si les enfants ont les moyens, ou bien si la personne âgée même a les moyens, on peut vraiment, en fait, prendre quelqu'un, en fait, pour l'accompagner, qui peut passer 1 fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine. Maintenant, pour confier quelqu'un à cette personne âgée, pour qu'il soit là tout le temps, l'engager, il faut forcément aussi une personne âgée. Ça peut être, en fait, un homme ou bien une femme. Une personne âgée, bon, pas vraiment âgée, en tout cas, d'un certain âge, justement, qui peut maîtriser, gérer les humeurs. C'est très important. Parce que c'est quand on n'a pas les moyens qu'on laisse en fait une personne âgée à lui-même. C'est quand on n'a pas les moyens. Sinon, si on a les moyens, et puis on s'organise très bien, je pense que ça peut se faire. Ça peut se faire. Et tout à l'heure, vous avez posé la question à Samuel.
ce que le gouvernement est en train de faire. Est-ce que c'est, oui, qu'est-ce qui peut se faire, justement? Oui, il y a beaucoup de choses qui se font déjà, c'est vrai, même si c'est pas énorme. Il y a la prise en charge, je pense que, là, si je me trompe pas, il y a assez gratuit aux subventions, aux soins via le programme Arche. Je sais pas si vous entendez parler. Et il y a ça, qui s'occupe, en fait, du dépistage et traitement des maladies, chroniques, diabète, hypertension, troubles de la vision, maladies et autres. Donc, du coup, il y a le gouvernement qui est en train de faire un travail dans ce sens. Oui, tout à l'heure, Sabine n'était pas trop d'accord avec, en tout cas, un avis tout à l'heure de Castille, justement. Quand il dit qu'il faut se programmer pour que les enfants, non, même si la personne a 10 enfants, on ne peut pas le trimballer de maison en maison. Ok, cette semaine tu es chez telle personne, cette semaine tu es chez telle personne. Moi, je connais une famille, ils sont 3 garçons et ils sont 2 filles. Mais c'est les filles qui ont hérité des parents et elles s'occupent très bien des parents. Sûrement que les garçons aussi participent, mais ils ne peuvent pas faire parce qu'eux vont se marier. Même si les femmes sont mariées, bon, je ne sais pas pourquoi c'est elles qui héritent des parents. Je pense que je ne parle pas en fait c'est pas la personne âgée qui doit se déplacer. Ce sont les enfants. Les enfants à tour de rôle. Les enfants qui doivent se déplacer parce qu'il faut forcément trouver un cadre, un endroit. C'est chez la personne même, dans sa maison, et les enfants en fait se déplacent vers lui. Ou bien, ce sont nos parents. Peu importe en fait nos occupations. Peu importe en fait notre manque de temps. On doit forcément trouver du temps, en fait, pour les personnes âgées, pour notre père, pour notre mère. C'est très important. Moi, il n'y a pas cette semaine où je ne vais pas voir, en fait, mon papa 1 fois par semaine ou bien 2 fois par semaine. Si c'est peut-être, en fait, en week-end ou en semaine, je le fais. Mon grand frère, c'est pareil. Ma grande sœur, c'est pareil. Pour les suivre, en fait, que ce soit maman ou papa. Parce que, avant, on était présent, on les voyait. Mais là, maintenant, on a les occupations diverses aujourd'hui. Et ça ne nous empêche pas de trouver forcément, en fait, du temps pour nos parents. C'est très important. C'est très important. Oui, dites-nous, Samuel. Là, c'est le cas des parents où les parents vivent quelque part avec... bon, les enfants ont été là, mais les parents sont quelque part. Si les parents sont dans des centres, là, c'est mieux. Et les enfants iront les visiter. Voilà. Mais tant que... Bon, je suppose que vos parents sont entre 70 et 80. Mais des cas où on parle de 90 ans, où vraiment la vieillesse est avancée, il faudrait... C'est vrai que vous allez passer les voir, mais il doit y avoir quelqu'un pour s'en occuper. Et s'il ne peut pas y avoir ça, là, les centres vont prendre parti. Le relais. Maintenant, si les centres prennent le relais, il faudrait maintenant que, voilà, comme tu l'as dit, chaque enfant puisse passer et voir le parent discuter avec lui. Maintenant, dit que s'ils sont quelque part à la maison, chaque fois, les enfants vont passer, cette semaine c'est moi, l'autre semaine c'est moi. Ça va flotter. L'accompagnement ne sera pas efficace, parce que c'est comme un enfant. Vous voyez, avant que l'enfant apprenne à marcher, ce n'est pas que, bon, toi tu le gardes la main, toi tu le gardes la main. C'est un travail répétitif. On l'a suivi jusqu'à ce qu'il est devenu autonome. Donc, c'est vrai que les parents ne seront plus autonomes sur certains points. Voilà. Mais il faudrait que quelqu'un soit là pour les aider. Voilà. Alors, vous, Léonide, justement, votre point de vue, justement, sur ces différentes interventions? Oui, je me suis tué exprès pour qu'il puisse quand même, voilà, s'exprimer correctement, parce que nous avons mis en place une maison de repos. Moi, je n'appelle pas ça maison de retraite. Souvent, ça donne, c'est une connotation qui donne direct sur la mort, façon et tout, et la façon dont certains centres européens aussi ont géré certaines personnes, la réputation aussi fait que beaucoup de gens aussi fuient les maisons de retraite. Moi, j'appelle ça souvent les maisons de repos médicalisées. Vous voyez, nous avons mis en place une maison de repos médicalisée à Djegbé, et cette maison peut accueillir une personne âgée du lundi au vendredi, et la personne âgée peut-être avec ses enfants du vendredi, peut-être, ou bien du samedi, dimanche, et on vient le ramener encore le lundi matin. Ça, c'est pas un problème. Et c'est ça même qui est bien, parce que ça lui permet d'avoir un peu de contact avec ses enfants et tout ça. Mais
tous les enfants ne font pas les mêmes métiers. C'est comme si c'est une garderie d'enfants. Voilà, c'est tenté de comprendre de cette manière. Soit ils le font comme ça, soit si peut-être ils sont de la diaspora et tout ça, ils nous confient leurs parents et ils vont, c'est-à-dire vers leur projet et tout, et voilà, ils continuent leur vie. Seulement que de temps en temps, ils doivent revenir pour voir leurs parents. Ou aujourd'hui, il y a le numérique. Ils peuvent discuter avec leurs parents, voilà, par téléphone et tout ça, voilà, histoire de prendre des nouvelles et de savoir que bon, on est toujours là, même si on n'est pas présent physiquement et tout ça. Donc, les maisons de repos comme ça sont beaucoup plus équipées, voilà, parce que il y a tout le plateau médical. Il y a tout un suivi. Tout ce qu'il faut, voilà. Maintenant, souvent, nous sommes dans un contexte africain, donc on veut tous rester chez soi. Voilà, on veut rester à la maison, la communauté, le contexte africain et tout ça. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup plus de services sur le domicile aujourd'hui. Et c'est ça qui prime beaucoup plus que les maisons de repos. Mais les maisons de repos ont leur importance parce que quand au domicile, ce n'est plus vraiment gérable, alors on envoie en maison de repos parce que c'est pour les personnes dépendantes aujourd'hui. Super, merci. Alors, nous sommes à la fin. C'est une question de temps, on me signale que nous sommes déjà à la fin du temps qui nous est imparti à passer sur le plateau. On va rapidement vous accorder chacun 30 secondes pour conclure. Je vais commencer par vous, Samuel Savin, Olombo, conclusion sur la prise en charge efficiente des personnes âgées. La thématique, c'est quels soins et comment? 30 secondes. Bon, là, ce que je peux dire seulement que, en tant que personne, nous devons prendre conscience que oui, à un moment donné, on va vieillir et on doit préparer aussi notre vieillesse. Et quand, en tant qu'enfant, je dois dire seulement à d'autres personnes, aux autres personnes que quand nos parents grandissent, il faudrait qu'on assume aussi nos responsabilités en prenant soin d'eux, car ils ont assumé leurs responsabilités en prenant soin de nous quand nous étions enfants. Voilà, super. Merci. Alors, je précise toujours, je vais encore le dire à nouveau, c'est une question d'organisation. Oui. L'organisation, nous n'avons pas tous en fait les moyens d'amener nos parents en fait dans les maisons de repos. Mais on peut s'organiser, on peut vraiment s'organiser, trouver en fait les moyens, ce qu'on peut faire selon nos moyens pour s'occuper en fait de nos parents. Et c'est très important. Il faut jamais en fait abandonner les parents. Il faut jamais les laisser en fait à eux seuls. Il faut prendre soin d'eux. Il faut prendre soin d'eux. Alors, nous sommes à vous, Léonide Alexandre Sadler, pour finir. Alors, je dirais que le Bénin peut faire mieux et en termes de prise en charge des personnes âgées. Et je pense que si l'État aussi, si on ne peut pas tout le temps attendre l'État. C'est pourquoi les structures comme ça, comme la mienne, voilà, ils fonctionnent. Voilà, si l'État peut aider, même si l'État aussi ne construit pas des maisons de repos ou ne met pas en place des services sur le domicile, c'est qu'il aide les structures comme ça parce que c'est pas seulement économique, mais ce sont des structures vraiment sociales, voilà, qui ont un impact sur l'humain. Donc, si l'État peut accompagner ces genres de structures, vraiment, ce serait encore bien. Ça pourrait aussi aider ça pourrait aider d'autres personnes âgées à avoir accès à ce genre de service parce que c'est quand même, ça a un coût. Voilà. Et si l'État aidait, ça pourrait aussi avantager d'autres personnes âgées. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission, la Cour commune de ce jour. Une émission, oui, au cours de laquelle nous avons donc essayé de répondre à une interrogation, comment prendre justement soin, prendre en charge justement les personnes âgées. Leurs avis sur ce plateau ont été partagés. Une structure peut-elle remplacer efficacement les enfants aux côtés de leurs parents? Les réponses, vous les avez eues ici. Faut-il donc abandonner justement ces parents à une structure, en tout cas pour leur prise en charge dans leur état de vieillesse? Ils en ont également parlé sur ce plateau. Et pour en discuter, nous avons comme invité Léonide Alexandre Sablet. Il est le directeur de la JOL Bénin. Voilà, JOL Bénin. Voilà. C'est un spécialiste aussi des questions de troisième âge.
de troisième âge également. Vous l'avez suivi justement sur ce plateau. Samuel Sabin Olongbo, c'est un artiste humoriste aussi. Lui aussi a partagé justement ses avis avec nous sur ce plateau. Castule Aïnon, Danon, spécialiste des relations clients. Lui aussi a fait part de ses connaissances, des analyses sur la question. Merci infiniment de nous avoir suivis. Comme à l'entame, on vous rappelle que toutes nos productions sont disponibles sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre site, notre chaîne YouTube, j'allais dire tout simplement Etele Benin, notre page Facebook Etele en direct, notre compte X Etele en live, l'application iOS et Android, c'est bien sûr Etele tout simplement, c'est à télécharger gratuitement sur donc les smartphones, Play Store et j'en passe. Merci infiniment de nous avoir suivis. Hébert Tawanou, Gaparel Adjo, Bassam, lui, Imoru, Deogracias Fagla, Estelle Dacosis, en tout cas, c'est l'ensemble de ces magiciens de l'homme qui ont travaillé afin que cette émission puisse se dérouler comme il le faut. Le programme reste en continu, restez toujours en notre compagnie, car il me reste encore une portez-vous bien. Au revoir.